Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il existe, tout autour de nous, des mondes parallèles, des territoires de l'esprit, des mémoires oubliées, des forces anciennes que nos sociétés modernes ont tendance à tenter d'effacer. Mais certains regards savent encore les percevoir. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission qui explore l'étrange, l'invisible et les frontières du connu. Ici, on ne vous demandera pas de croire, mais d'écouter, de ressentir et peut-être de voir autrement. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage en 3 temps, 3 escales, 3 mystères, 3 chemins où la logique se perd et où l'intuition prend le relais. Nous débuterons notre périple dans les brumes du passé, aux côtés des sorcières, ces femmes et parfois ces hommes qui ont longtemps été persécutés pour leur savoir, leur pouvoir ou simplement leur différence. Mais derrière les bûchers et les procès, une autre histoire se dessine, celle de leurs familiers. Des animaux pas tout à fait ordinaires, parfois décrits comme des esprits serviteurs, des gardiens venus d'ailleurs, des extensions de leur volonté magique. Que cache réellement ce lien ancien entre la sorcière et son fidèle familier ? Protection, pacte occulte ou simple symbole mal interprété par l'histoire officielle. Puis, nous quitterons les sentiers de la terre ferme pour glisser doucement dans les replis de la nuit. Là où nos corps dorment, mais où notre esprit voyage. Là où les rêves prennent vie. Que signifie-t-il vraiment ? Reflet de notre inconscient, message caché de notre âme ou fenêtres entr'ouvertes sur d'autres plans de conscience. Pourquoi certains rêves nous poursuivent, nous marquent, nous transforment ? Et si la face cachée de nos songes nous révélait une part oubliée de nous-mêmes ? Enfin, nous prendrons le large, direction l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète, le triangle des Bermudes, des navires qui disparaissent, des avions engloutis sans aucune explication, des pilotes qui perdent tout repère. Alors, fantasme collectif, phénomène naturel extrême ou lieu chargé d'une énergie que nous ne comprenons pas encore. Une chose est sûre, là-bas, dans ce triangle invisible tracé sur l'océan, les lois de la nature semblent parfois suspendues. Alors que vous soyez sceptique, curieux, passionné ou juste en quête de frissons, ouvrez grand vos oreilles, laissez votre esprit s'échapper et surtout, gardez un autre regard. Plongeons tout de suite dans les familiers. Alors, les familiers des sorcières, c'est compagnons d'ombre et de pouvoir. Alors, dans l'imaginaire européen du Moyen-Âge et de la Renaissance, la figure de la sorcière ne va pas sans celle de son familier. On visualise souvent cette sorcière accompagnée d'un chat noir aux yeux perçants, tapis sur son épaule ou lové à ses pieds, dans un décor nocturne baigné de brume, de mystère et souvent à la pleine lune. Mais derrière ce cliché se cache une croyance ancienne, complexe et profondément enracinée dans les traditions européennes, celle des familiers. Ces entités mystérieuses, animaux ou esprits, liés à la pratique magique, qui sont souvent évoqués dans les récits de sorcellerie. Alors d'abord, mais qu'est-ce qu'un familier ? Alors le familier, family spirit, en anglais, ça vient du latin familiaris, qui désigne un proche, un intime. Alors, c'est une entité qui accompagne la sorcière dans ses pratiques occultes. Il peut prendre la forme d'un animal, chat, crapaud, corbeau, chien, belette, chouette, voire même un insecte ou des mouches. Mais parfois aussi un être plus difficile à définir, une sorte de démon personnel, un esprit serviteur ou même une manifestation humaine.
Alors, dans certains témoignages, le familier est invisible aux autres et la sorcière seule peut le voir et le nourrir. On lui attribue divers rôles, espion, messager, conseiller, tantôt protecteur et parfois même amant. Il est lié à la sorcière par un pacte, implicite ou explicite, parfois scellé par du sang, du lait ou d'autres offrandes corporelles. Alors, dans l'Antiquité, il existait déjà la notion de démon domestique ou de génie tutélaire. Mais c'est vraiment à la fin du Moyen Âge que ce concept prend un tour plus inquiétant. À partir du XVe siècle, les familiers sont associés à des pactes diaboliques. L'Église considère qu'ils sont des manifestations démoniaques envoyées par Satan pour aider les sorcières dans leurs actions maléfiques. Alors, c'est au moment de la grande chasse aux sorcières, entre le XVe et le XVIIe siècle, que la notion de familier devient particulièrement visible dans les traités de démonologie et les minutes de procès. Alors justement, dans cet ouvrage, Démonologie, qui est paru en 1597, qui a été écrit par le roi Jacques Ier d'Angleterre, on lit que certaines sorcières sont assistées par des esprits qui prennent la forme de bêtes familières. Alors je cite, « Ces esprits prennent souvent l'apparence d'un animal domestique et s'attachent au sorcier comme un chien fidèle à son maître. » Alors de même, dans le célèbre Malleus Maleficarum, qui date de 1487, alors il est écrit par Heinrich Kramer, alias Henri Istitoris, et Jacobus Sprenger. Donc là, ce livre, c'est un véritable manuel de l'Inquisition contre les sorcières. On ne parle pas directement de familiers, mais plutôt de démons serviteurs. Ceux-ci peuvent assister les sorcières dans la concoction des poisons, dans la transmission de maladies ou dans des vols nocturnes. L'animal devient alors le masque d'un esprit maléfique. On y affirme que le démon envoie aux sorcières des démons en forme animale pour les aider à commettre leurs maléfices. Alors, ces créatures sont souvent nourries d'un fluide vital qui vient directement de la sorcière, alors du sang, du lait ou autre. Alors, ce qui les relie directement à elle par un genre de lien occulte. Alors, on a un exemple. Lors du procès de Bessie Dunlop, là on est en Écosse en 1576, cette dernière affirme être guidée par un esprit qu'elle appelle Tom Reed, qui l'aide à guérir les malades et trouver des objets perdus. Alors bien qu'il ne soit pas un animal, le fameux Tom Reed est ce qu'on appelle un typique du familier esprit, c'est une forme plus humaine et conversationnelle du concept. Alors, Bessie affirme au juge qu'il est vêtu d'une robe grise avec des cheveux jaunes tombant jusqu'aux épaules et qu'il lui est apparu à de nombreuses reprises pour lui donner des conseils. Alors, pendant cette grande vague de chasse aux sorcières, les autorités ecclésiastiques et civiles ont développé un véritable arsenal de preuves pour identifier les supposées sorcières. Alors, parmi elles, on cherchait les marques du diable ou marques des familiers qui constituaient l'un des éléments les plus souvent évoqués pour accuser et condamner. Alors, qu'est-ce que cette fameuse marque du familier ? Alors, il s'agit d'une trace physique supposée laissée par un familier ou largement par le diable, sur le corps directement de la sorcière. Alors, cette marque pouvait prendre diverses formes, taches de naissance, cicatrices étranges, grains de beauté, kystes ou même verrues, ou un mamelon surnuméraire qu'on appelle téton du diable, du coup, witch's teeth. Alors, on croyait que le familier s'abreuvait régulièrement à cet endroit, une genre de tété démoniaque nourri par le sang ou par un autre fluide vital, souvent associé du coup au pacte entre la sorcière et le malin. Dans certains témoignages, les familiers eux-mêmes sont vus comme en venant téter leur maîtresse à cet endroit, parfois même sous la forme de petits êtres démoniaques. Alors, dans le fameux Malleus Maleficarum, les auteurs affirment clairement que le diable peut laisser une marque physique sur la chair des sorcières. Cette trace est censée être insensible à la douleur, donc une notion qui allait justifier une épreuve redoutable, ce qu'on appelait the witch picking. Alors, c'est la recherche de la marque des familiers permettait donc aux inquisiteurs et aux magistrats de justifier une arrestation ou une exécution sans preuve concrète. Cette preuve corporelle était présentée comme irréfutable parce qu'elle était physique et visible de tous et elle était extrêmement facile à trouver. Alors, le fameux witch picking, ce sont des aiguilles spéciales à manches rétractables pour piquer la peau et simuler une absence de douleur et de saignement. Et puis, il y avait également the watching. Donc ça, c'est les sorcières étaient surveillées des heures durant, nues, pour voir si jamais un familier ne venait téter leur marque.
Alors de même, dans les procès de Matthew Hopkins, alors lui, Matthew Hopkins, c'est un witchfinder général autoproclamé en Angleterre, donc dans les persécutions des années 1640, donc il se présente comme le spécialiste. Lui, effectivement, son credo, c'est la recherche des fameux witch teats, donc ça devient une pratique systématique. Hopkins et ses assistantes, souvent des femmes, examinent les corps nus des accusés à la recherche de ces fameuses marques, justifiant ainsi parfois plusieurs jours d'emprisonnement et de torture. Alors aujourd'hui, les historiens et anthropologues reconnaissent que ces marques étaient souvent naturelles, banales et interprétées à tort par le juge et les inquisiteurs. C'était de simples grains de beauté, des cicatrices d'enfance ou des taches de naissance, par exemple. Alors le tout, effectivement, était mu dans un climat de peur, de haine des femmes ou de désir de contrôle social. À ce culte, des marques témoignaient en tout cas d'une vision très ancienne, le corps comme un reflet de l'âme. Si une femme avait une relation avec le démon, cela devait forcément se voir dans sa chair. Donc la marque de l'animal ou le téton du démon devenait alors un stigmate de cette fameuse déchéance. C'est voici une genre de forme effectivement de superstition médicalisée où le corps est ausculté finalement comme un livre de signes, mais malheureusement tout est déjà écrit d'avance. Alors dans ce fameux contexte des procès, les familiers sont perçus comme des manifestations diaboliques. Dans le fameux procès des sorcières de Salem, donc 1692, les familiers sont mentionnés de manière indirecte. Par exemple, Sarah Good, elle est accusée d'avoir envoyé un chien noir pour attaquer ses ennemis. Alors, de tels récits se répètent dans les affaires anglaises et écossaises, notamment dans les comptes rendus dans les procès de Lancashire, donc ça c'est 1612, où des chats, des lièvres et des crapauds apparaissent comme des agents de la sorcière. Alors, contrairement à l'image moderne souvent limitée au chat noir, les familiers étaient censés jouer plusieurs fonctions fondamentales dans la vie magique d'une sorcière. Alors, le premier rôle, c'était conseiller et instructeur, donc certains familiers sont vus comme des esprits qui sont plus anciens, plus savants, et qui sont là pour transmettre leur savoir à la sorcière. Alors on trouve cette idée dans certains grimoires, comme le livre des esprits familiers, qui attribue un sorcier anonyme anglais, et c'est un livre du XVIIe. Ils ont également donc, un rôle d'agent d'action magique. Le familier peut servir à agir finalement à la place de la sorcière. Il peut espionner, voler, blesser, tuer ou hanter. Il est parfois envoyé chez la victime pour provoquer une maladie ou la mort. Et dans certains témoignages, le familier entre dans la maison de la cible ou grimpe sur elle pendant son sommeil. Et puis un rôle également de canal énergétique. Le familier sert de vecteur de pouvoir. Finalement, il permet de canaliser l'énergie d'un rituel. C'est une sorte d'antenne magique vivante. Il est parfois même sacrifié pour renforcer un sort si effectivement on a besoin de la puissance supplémentaire. Et on a vu tout à l'heure son rôle protecteur, il est aussi gardien, il protège la sorcière des intrusions physiques ou spirituelles. Donc certaines traditions modernes de sorcellerie, comme la Wicca, conservent cette idée, le chat ou le hibou devenant gardien du cercle magique. Alors quel type d'animaux? On en a cité tout à l'heure, le crapaud, lui, qu'est-ce qu'il y a derrière le crapaud? Il symbolise finalement la métamorphose, la sorcellerie rustique, l'alchimie. Le furet et la belette sont des animaux qui symbolisent la ruse, mais aussi la tromperie dans l'idée effectivement des persécutions de sorcières. Le chien, il symbolise des forces spirituelles opposées au destin divin de Garbin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est gardien des enfers. Le corbeau lui représente le lien avec l'au-delà, et la chouette est associée à la connaissance occulte et à la vigilance, à la surveillance. Et puis on parle également d'êtres, on va dire, étranges, donc ça, on parle également de familiers étant des genres de bébés chauves avec des ailes, des petits hommes poilus ou des homoncules. Alors, c'est une version miniature souvent caricaturale d'un être humain que certains alchimistes cherchaient prétendument à créer. Et bien sûr, l'ineffable chat noir, lui qui est le symbole persistant. Alors parmi tous les familiers, le chat noir est de loin le plus emblématique. Symbole d'indépendance, d'élégance et de mystère, il reste la forme la plus fréquente à l'époque médiévale et de la Renaissance. Le chat était déjà mal vu par ses mœurs indépendantes et nocturnes, et il est vite associé à la sorcellerie. Les sorcières sont accusées de se transformer en chat ou de faire apparaître des chats démoniaques lors de sabbats. La superstition est tellement forte durant la peste noire, donc là on est au XIVe siècle, que des milliers de chats sont tués à cause de leur prétendue alliance avec le démon. Ce qui, ironie du sort, a peut-être favorisé la propagation des rats et donc de la peste. Alors dans plusieurs procès, les animaux désignés comme familiers ne sont
comportent pas du tout comme des bêtes normales. Ils parlent, parfois d'une voix humaine, ou chuchotent des secrets. Ils disparaissent mystérieusement ou se matérialisent dans des cercles magiques. Ils connaissent des événements avant qu'ils n'arrivent et peuvent ainsi avertir la sorcière d'un danger imminent. Et ils demandent à être nourris de sang, ce qui évoque la consommation énergétique typique d'un esprit démoniaque ou d'un parasite. Mais avant que les fabliers soient diabolisés finalement par l'Église, il existait dans les traditions païennes européennes une idée très différente. On en a déjà parlé, celle de l'animal totem, du guide spirituel ou de l'allié magique. Dans les traditions chamaniques, que ce soit sibérienne, scandinave ou celtique, l'idée de communiquer avec un animal esprit est centrale. Ces créatures apparaissent dans les rêves, ils guident dans les voyages intérieurs, ils sont vus vraiment comme des protecteurs. La sorcière médiévale, et donc souvent dépositaire de ce savoir ancien, a donc pu hériter de ces conceptions pré-chrétiennes et qui ont été réinterprétées ensuite sous l'angle diabolique par les autorités religieuses. La folkloriste Emma Wilby, dans son ouvrage qui est sorti en 2005, elle avance l'idée que ces esprits familiers sont les vestiges d'un système de croyances chamaniques européen oublié, où les praticiens du savoir occulte, guérisseurs, sorcières, voyants, entraient en communication avec des entités bienveillantes ou neutres, bien loin de l'idée du démon chrétien. Et dans les campagnes britanniques, on parlait autrefois des brownies, hobgoblins ou des pucks. Ce sont des petits êtres protecteurs, mais susceptibles de devenir malveillants. Donc, ces créatures qui ont parfois glissé dans l'univers familier démoniaque quand la religion dominante a imposé une lecture binaire, ce qui n'est pas Dieu et forcément le diable. Le familier, c'est donc un symbole à double visage, diabolisé par l'Inquisition, utilisé comme preuve dans les procès de sorcellerie. Il a pourtant des racines profondes, comme on vient de le voir, dans les cultures anciennes, comme un allié spirituel, un symbole de lien entre le visible et l'invisible. Aujourd'hui, dans certaines formes de néopaganisme ou de Wicca, le concept des familiers est repris, mais avec une signification plus douce. Il est animal de compagnie et a une sensibilité particulière, capable de ressortir les énergies magiques. Il est protecteur de son maître ou de sa maîtresse pendant ses rituels. Le monde télévisuel nous offre des familiers célèbres. On pense tous à l'incomparable chat Salem dans la série Sabrina, l'apprentie sorcière dans les années 90 ou dans le reboot. On se souvient tous que c'est un ancien sorcier qui a été puni pour vouloir dominer le monde. Ce qu'on adore, c'est qu'il est sarcastique, il est drôle et finalement très humain. Et puis dans le film Hocus Pocus de 93, le chat Binks est en réalité un jeune garçon transformé par des sorcières. Donc il veille sur les enfants et cherche à empêcher le retour des sorcières. Ce familier est à la fois protecteur et maudit. Et puis on ne peut pas s'en aller sans la série Charmed, qui nous montre une chatte siamoise, Kit. Kit, elle accompagne les sœurs Halliwell dès le tout premier épisode, puisqu'elle entre dans le manoir au moment où les sœurs découvrent leur pouvoir. Et à la fin de l'épisode 5 de la saison 3, on découvre que Kit n'est pas une simple chat, mais un être magique ayant pris forme animale pour les surveiller et les protéger. Et puis, au contraire, si on regarde la série Mayfair Witches, qui est sur Paramount en ce moment, c'est d'après le livre d'Anne Rice, la chair est une entité puissante, un esprit ancien qui est lié à la famille Mayfair et qui leur sert de familier. Dans la tradition ésotérique, un familier peut être un démon familier, un esprit lié par un pacte à un sorcier ou à une sorcière ou à une lignée, servant de guide et d'agent dans le monde invisible. Un lâcheur correspond parfaitement à cette définition car il tire sa force du lien avec la famille Mayfair, il influence leurs décisions et exige parfois un prix élevé pour un service. Son pouvoir est immense, mais il est aussi une source de souffrance, de folie et de violence, car il incarne vraiment la part sombre et maudite de cette famille. Le familier des sorcières, loin d'être une simple figure folklorique, est le reflet d'une tension plus profonde, celle entre la nature et le surnaturel, entre l'ancien monde païen et les récits chrétiens de damnation, entre le pouvoir intime de la sorcière et la peur qu'il inspire. Qu'il soit démon déguisé, esprit ancien diabolisé ou allié spirituel dans la magie moderne, les familiers restent des figures troublantes, situées à la frontière entre le monde visible et l'invisible. Ils nous rappellent que l'histoire de la magie, c'est aussi celle des peurs humaines, de l'invisible domestiqué et de la frontière ténue entre la foi, le savoir et le mystère. Et je vous propose, pour digérer tout ça,
une petite pause musicale. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G 101.5 FM, disponible également en DAB+, et en streaming sur notre site internet www.radio-g.fr. Alors, après avoir exploré le lien mystérieux et terrifiant entre les sorcières et leur animal familier, qu'un véritable compagnon finalement d'ombre et de magie, il est temps de plonger dans un autre univers tout aussi fascinant, celui de nos rêves, car derrière ce besoin de repos, derrière les songes, les rêves, apparemment anodins, se cache souvent une face cachée, un langage secret de l'inconscient qui nous parle en énigme. Alors embarquons donc dans ce voyage intérieur où se mêlera symboles, mystères et révélations inattendues. Dans cette partie, nous allons décoder certains aspects les plus intrigants des faces cachées des rêves. Alors comment est-ce qu'on interprète ces symboles ? Que sont finalement les rêves prémonitoires ? Est-ce que les rêves jouent ont un rôle ésotérique, chamanique ou spirituel ? Et comment est-ce qu'effectivement ils peuvent être une source de transformation personnelle ou même un lien avec d'autres dimensions ? Alors sans plus attendre, la face cachée des rêves. Alors les rêves, ça intrigue l'humanité de toute façon depuis ses origines. Ça traverse les époques, les cultures et les croyances, ça fascine autant qu'il trouble et reste une énigme où s'entremêlent le biologique, le psychologique et le symbolique, tout avec un soupçon de spirituel. Alors, le rêve sur le plan symbolique, c'est un miroir codé de notre vie intérieure. Il parle bien sûr de nos peurs, de nos élans, de nos blessures et de nos espoirs, à travers une narration symbolique qui ne demande qu'à être décodée. Car souvenez-vous, écouter ses rêves, c'est accepter que l'on puisse apprendre de soi par d'autres chemins que la pensée rationnelle. Dans l'histoire et les civilisations passées, il ne faut pas oublier que les rêves étaient aussi des messages divins avec des révélations. Alors, dès l'Antiquité, les rêves étaient perçus comme des moyens de communication privilégiés entre l'humain et le divin. En Mésopotamie, les tablettes cunéiformes de la civilisation sumérienne attestent de pratiques qu'on appelle onirocritiques, c'est-à-dire des interprétations de rêves. Des spécialistes appelés oneirocritaires examinaient les rêves pour guider les rois dans leurs décisions politiques ou militaires. Donc dans le Code d'Hammurabi, il évoque d'ailleurs le rêve comme une source de lois divines. L'Égypte ancienne réservait un rôle sacré aux rêves. Des temples dédiés aux rêves, appelés des maisons de rêves, servaient à pratiquer des rites de guérison ou à recevoir les oracles par le biais des songes. Le livre des rêves d'Anubis, par exemple, recense des symboles oniriques et leur signification. Les pharaons eux-mêmes s'appuyaient sur leurs rêves pour comprendre leur destin. Et dans la Grèce antique, la pensée rationnelle coexiste avec une forte croyance aux rêves. Aristote considérait que les rêves sont le produit des impressions sensorielles résiduelles. Et à l'opposé, Artimidore de Daldis, dans son traité L'interprétation des rêves, présentait une méthode systématique pour décoder les symboles oniriques qui mêlaient intuition et observation. C'est quelque chose qui est devenu la référence pendant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et du côté des Romains, on s'approprie ces concepts et on se les enrichit bien sûr avec des figures comme Cicéron, qui décrit les rêves comme des expériences ambivalentes, parfois prophétiques, parfois trompeuses. Différentes cultures indigènes, que ce soit d'Amérique, d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie, considèrent les rêves comme des voyages chamaniques, des rencontres avec les esprits et les ancêtres. Le rêve est une genre de porte vers d'autres dimensions, un outil de guérison et de transmission des savoirs. Mais l'importance des rêves ne se limite pas à leur dimension spirituelle. Ils jouent aussi un rôle de guide moral ou de mise en garde. Par exemple, des rêves prémonitoires sont rapportés dans les annales de nombreuses civilisations comme des avertissements ou des genres de prophéties. Et dans la psychologie moderne, que ce soit Freud, Jung, on s'est aussi penché sur les rêves pour redéfinir l'inconscient. Alors, pour Sigmund Freud, les rêves sont finalement l'expression de l'inconscient refoulé. Avec la naissance de la psychanalyse, la nature des rêves a été radicalement revisitée. Donc, dans son œuvre L'interprétation des rêves, qui date de 1899, c'est là où Freud finalement dévoile une théorie révolutionnaire. Il dit que le rêve est la voie royale vers l'inconscient.
Il masque sous des images symboliques les désirs, souvent sexuels ou agressifs, refoulés par la conscience. Alors, il distingue deux niveaux de rêve, le contenu manifeste, ce dont on se souvient finalement au réveil, hein, et le contenu latent, c'est-à-dire le sens caché que l'analyste psychanalytique tente de révéler. Hein, on réalise finalement en rêve ce qu'on aurait bien envie de faire. De son côté, son élève Carl Jung voit plutôt les rêves comme un accès à l'inconscient collectif et à l'individualisation. Hein, d'abord élève puis dissident de Freud, il propose lui une lecture qui est plus large puis spirituelle. Il introduit le concept d'inconscient collectif qui contient des archétypes universels qui sont vrais dans toutes les cultures. Donc des figures mythiques, des symboles ancestraux qui sont partagés finalement et qui sont communes à toute l'humanité. Les rêves sont pour lui un moyen d'équilibrer la psyché et de progresser. Donc lui, il privilégie la compréhension des symboles pour apprendre à mieux se connaître finalement. Et puis il y a d'autres approches qu'on peut aussi citer. Donc il y a des approches qui sont plutôt neuroscientifiques, qui voient que les rêves comme finalement une activité cérébrale qui est liée au traitement des émotions et des souvenirs. C'est-à-dire que pendant qu'on dort, on passe tout notre vécu à la moulinette. Les courants humanistes, comme Heinrich Fromm, eux, ils valorisent le rêve comme une expression de la créativité et la quête de sens. Mais finalement, je vous propose d'aller un peu plus profondément dans le symbolisme onirique, c'est-à-dire dans le langage caché des rêves. Alors, les rêves s'expriment par des images, qui sont souvent des fois énigmatiques. On se souvient tous avoir fait des rêves qui étaient « wow, what the fuck ?» et qui fonctionnent finalement comme des symboles. Alors, ces symboles ont des significations multiples et selon le contexte culturel et personnel, il peut avoir un sens d'une personne à une autre. Alors déjà, on parlait tout à l'heure des archétypes et des symboles récurrents. Donc Jung identifie des figures et des motifs qui sont répétitifs. Le héros, l'ombre, la mer, le vieillard sage, le serpent, la lumière, ça traverse la culture et les époques et ça a toujours le même sens. Et puis, il y a également des symboles qui sont personnels, c'est-à-dire que chaque rêveur a un univers symbolique unique qui est lié à son histoire, à ses filtres personnels, à ses émotions et à ses peurs. Donc l'interprétation du rêve consiste alors à déchiffrer ces symboles dans le contexte, en croisant l'histoire personnelle, la culture et les fameux archétypes. Alors on va voir ensemble les interprétations les plus répandues qui sont nourries par Freud et Jung, puis les approches également modernes. Alors ces interprétations, bien sûr, sont à prendre comme des pistes symboliques, parce qu'elles peuvent varier en fonction de votre vécu, comme on vient de dire. Donc les rêves sont personnels et sont le reflet unique de votre vécu, de vos émotions, de votre inconscient. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient emmagasine toutes nos expériences passées, même celles que nous avons oubliées. Lorsque nous rêvons, notre cerveau va les puiser dans ce fameux réservoir où se trouvent des souvenirs, des émotions non exprimées, des traumatismes, des désirs inavoués et des préoccupations récentes. Donc il vous mélange tout ça et il vous sort effectivement un rêve. Donc un même objet rêvé aura une signification différente selon la culture. Par exemple, le serpent est un animal sacré en Inde et qui est plutôt en Occident le symbole de la tentation. Ça va dépendre également de votre religion, de l'éducation qu'on a reçue, de l'environnement familial ou même de lectures et des films récents. Donc le sens d'un symbole dans un rêve dépend donc de l'imaginaire personnel. Alors, un des rêves les plus fréquents, c'est rêver de tomber. Donc une sensation de chute, parfois brutale, souvent juste avant le réveil. Alors il y a plusieurs interprétations. Freud vous dirait que c'est la peur de perdre le contrôle et une angoisse qui est liée à votre sexualité. De toute façon, tout est lié avec la sexualité pour Freud. Symboliquement, c'est une perte de repères, d'une insécurité dans un domaine de la vie, travail, relations, estime de soi. Et puis, les interprétations plus contemporaines vous diraient que sûrement que c'est à voir avec de la surcharge mentale, de l'anxiété ou de la fatigue extrême. Alors, ce qu'il faut savoir scientifiquement, c'est que ce type de rêve est souvent lié à une réaction appelée qu'on appelle le sursaut hypnique. C'est une contraction musculaire réflexe au moment de l'endormissement. Alors, autre rêve qu'on peut faire fréquemment, c'est être poursuivi. Alors un individu, une créature, un animal ou une menace informe vous poursuit sans relâche. Alors Freud vous dirait que si vous êtes en conflit intérieur ou vous avez de la culpabilité refoulée. Tout est refoulé aussi chez Freud. Jung, lui, vous dirait que vous vous confrontez à votre ombre, à votre partie inconsciente et refoulée de votre psychisme. Et puis, si on voit une interprétation plus moderne, vous direz que symboliquement, vous êtes en fuite face à un problème qui est non résolu, un stress professionnel ou familial. Alors, un autre rêve qu'on peut faire, le rêve par exemple de perdre ses dents, donc les dents qui tombent, qui s'effritent, qui s'arrachent. Alors,
Freud vous dirait que c'est une peur de vieillir. Symboliquement, on peut dire que c'est une perte de pouvoir, de beauté ou une difficulté à mordre dans la vie. En psychologie moderne, on vous dirait que c'est la peur du jugement, de la honte sociale ou de ne pas être à la hauteur. Alors, il faut savoir que ce rêve est l'un des plus universels qui apparaissent dans finalement dans de nombreuses cultures. Si vous avez rêvé que vous avez volé, donc dans le ciel libre, voilà, on vole librement, ou alors au contraire, on vole difficilement, parfois avec contrôle, parfois non. Alors, les différentes interprétations, c'est un sentiment de liberté, une élévation spirituelle ou un accomplissement. Si le rêve est plutôt négatif, c'est un désir d'évasion face à une contrainte ou un poids psychologique. Le rêve de se retrouver nu en public. Alors voilà, on se retrouve sans raison nu dans un lieu public, ou devant la classe, ou voilà. Donc symboliquement, c'est la peur du jugement, un sentiment d'être exposé ou vulnérable. Freud vous dirait que c'est retour de refoulé, le honte des désirs cachés, et on vous dira, pour les spécialistes plus contemporains, que c'est une anxiété qui est liée à l'image de soi ou au regard des autres. Alors, rater un examen ou arriver en retard en cours, finalement, c'est que voilà, vous ratez un test important ou vous arrivez trop tard à un événement crucial. Alors, classiquement, on va dire déjà que vous avez une pression de performance, vous avez peur de l'échec. Dans l'inconscient collectif, c'est un rêve de jugement qui est souvent récurrent chez les perfectionnistes. Dans les interprétations plus modernes, on vous dirait que c'est une anxiété face à une épreuve ou à une transition de la vie. Et puis, si vous rêvez, par exemple, pour terminer, de la mort ou de la visite d'un défunt, donc voilà, vous assistez à la mort d'un proche ou vous revoyez un être cher disparu. Donc, symboliquement, spirituellement, c'est une transformation intérieure à un fin de cycle. Freud vous dirait que c'est le retour du refoulé ou de la culpabilité. Et puis, si vous êtes plus dans la spiritualité, on dirait que c'est un message venu de l'au-delà, que c'est un rêve contact d'un défunt. Il ne faut pas oublier que rêver de sa propre mort est souvent positif car il annonce une renaissance et une libération. La face cachée des rêves demeure un territoire de toute façon mystérieux où se mêlent le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient, la science et le sacré. Ils sont souvent une source inépuisable de questions et de découvertes, un vrai langage crypté, personnel qui parle à notre humanité profonde. N'oubliez pas que comprendre les rêves, c'est un peu s'aventurer sur le fil ténu qui sépare la réalité de la magie. C'est offrir la chance d'un dialogue avec soi-même et avec des forces plus grandes que notre simple raison. Alors, après avoir exploré le monde secret des sorcières et leurs familiers et plongé dans les méandres symboliques des rêves, il est temps de carrément changer d'horizon. Désormais, nous quittons les terres de l'invisible intérieur pour naviguer vers un autre mystère bien plus vaste et tout aussi énigmatique que redouté, celui du triangle des Bermudes. Préparez-vous à embarquer pour une traversée au cœur d'un des plus grands mystères maritimes de notre époque, cap sur l'inconnu, mais avant, je vous propose un petit eurythmique, Sweet Dreams are made of this. Nous revoilà sur Radio G, Angers, 101.5 FM. Nous allons aborder maintenant le triangle des Bermudes. Alors, là où la mer avale le ciel, là où le compas s'égare, là où l'écho du monde semble s'éteindre, le triangle des Bermudes. Alors, ce fameux triangle, qui est parfois appelé le triangle du diable, est une zone dans l'océan Atlantique Nord qui est délimitée finalement par 3 points formant un triangle grossier. Miami, San Juan à Porto Rico et l'île des Bermudes au nord. Alors, c'est une zone maritime qui couvre environ plus d'1 million de kilomètres carrés et c'est l'un des couloirs aériens et maritimes les plus fréquentés du monde. Pourtant, depuis des décennies, c'est aussi connu pour être le théâtre d'un nombre anormalement élevé de disparitions inexpliquées, de navires, d'avions, mais également de passagers. Aucun autre lieu sur la planète n'a autant alimenté les récits mêlant science, peur et paranormal. Alors, le mythe du triangle des Bermudes ne s'est pas forgé d'un seul coup. S'il existait des récits de marins parlant de phénomènes étranges dans cette région dès le XVe siècle, alors notamment des genres de points de phares lumineux inexpliqués, des boussoles également qui s'affolaient, qui ont été rapportées par l'équipage de Christophe Colomb en 1492, le concept moderne du triangle des Bermudes, lui, il émerge surtout au XXe siècle. Le point de départ, c'est vraiment cité, c'est 1964, avec un article de Vincent Gaddis, qui est vraiment le point de départ de cette histoire, qui lui donnera plus tard son livre, sorti en 65, où il parle pour la première fois du terme triangle des Bermudes. Mais c'est Charles Berlitz, linguiste et passionné de mystère, qui cristallise le phénomène dans son best-seller mondial The Bermuda Triangle, qui est sorti en 1974. Alors, ce livre relate des dizaines de cas inexpliqués,
associant science, mythes et théories paranormales. Alors, selon les estimations les plus souvent relayées dans les ouvrages populaires comme celui de Berlitz, il y a environ 50 à 100 avions et plus de 1000 navires qui auraient disparu dans cette zone entre la fin du 19e et le milieu du 20e. Alors, les données officielles, donc le garde-côte américaine, la Lloyd's et puis la Navy, contestent bien sûr ces chiffres et estiment qu'il n'y a pas statistiquement plus de disparitions dans cette zone que dans d'autres parties de l'océan Atlantique très fréquentées. Et la garde côtière américaine précise dans plusieurs rapports qu'elle ne reconnaît aucune anomalie propre au triangle des Bermudes, malgré de nombreuses requêtes médiatiques. Mais en compilant les cas majeurs et ceux rapportés dans la presse ou les ouvrages ésotériques, on atteint environ 70 à 80 cas documentés qui restent non résolus ou entourés de mystères. Alors qu'est-ce qu'on a comme phénomène rapporté ? Alors, tout d'abord, on a des perturbations météorologiques brutales et des anomalies climatiques. Donc des orages soudains, des turbulences extrêmes, des colonnes d'eau, ou ce qu'on appelle des trombes marines, sont souvent observées dans la zone. Certains pilotes et navigateurs ont décrit une météo qui change brutalement en 2 secondes, sans explication par les prévisions normales. On parle également de pannes d'instruments de navigation et d'anomalies magnétiques. Donc, des pilotes ont rapporté des boussoles qui deviennent folles, des altimètres totalement erronés ou encore des pannes électroniques inexpliquées. Alors bien sûr, le triangle, lui, se situe dans une zone où le nord magnétique et le nord géographique peuvent être alignés. C'est un phénomène naturel rare qui pourrait troubler des instruments plutôt anciens. Donc là, si on se rapporte à une affaire, on a une affaire du vol 19 en 1945 où le chef du vol aurait signalé que tout semble étrange, même l'océan ne ressemble pas à ce qu'il devrait être. Un troisième phénomène, c'est des apparitions de brumes étranges et de nuages intelligents. Alors, certains aviateurs, comme Bruce Gernon, qui est un pilote qui affirme avoir traversé un genre de tunnel temporel, décrit des nuages en spirale, des brumes électromagnétiques et des sensations de décalage temporel. Donc, ces récits évoquent parfois des distorsions de temps, des pertes de repères, montres décalées, vols effectués en moins de temps que prévu. C'est ce qu'il relate dans son livre The Fog, qui est sorti en 2005, qui vraiment relate son expérience. Alors, il ne s'agit pas d'une simple disparition, mais il y a d'anomalies spatio-temporelles qui sont vécues en temps réel, documentées et réitérées. Alors, on rappelle que lui, ce qui s'est passé, il est parti le 4 décembre 1970 à bord de son avion, un Beechcraft Bonanza A36, accompagné de son père et d'un associé. Depuis les Bahamas, de l'île Andros, jusqu'à Palm Beach, en Floride, donc il y avait entre 250 et 300 km et une durée de vol estimée à 1h30. Donc lui, ce qu'il raconte avoir vécu, c'est un décollage normal, un ciel totalement dégagé. À environ 3000 mètres d'altitude, l'avion entre dans un genre de nuage elliptique étrange qui semble se refermer sur lui, comme un genre de tunnel en nuage. À l'intérieur de ce nuage, il y a des lumières blanches brillantes, une genre de brume grise électromagnétique qui l'enveloppe et les instruments de bord qui se dérèglent. Il raconte qu'un tunnel se forme dans ce fameux nuage, long d'environ 50 km et qu'il le traverse en à peine 20 secondes. Et lorsqu'il émerge, il réalise que son avion est déjà au-dessus de Miami Beach, plus tôt que prévu. Donc, au lieu d'1h30, il aurait mis 47 minutes, soit 40% plus rapide que le temps minimum théorique. Donc lui, il pense avoir sauté dans le temps et parcouru du coup une distance impossible à couvrir en si peu de temps à cette vitesse. Aucun radar de l'avion pendant une période donnée, c'était confirmé par les autorités américaines de l'aviation, la FAA, et il décrit, lui, une genre de désorientation spatio-temporelle complète. Aucun des trois n'a perdu conscience, mais effectivement, ils ne savaient pas du tout où ils en étaient et comment ils allaient s'en sortir. Il nous raconte « J'étais dans une sorte de tunnel brumeux, un vortex. Il n'y avait aucun éclair ni tonnerre, juste une énergie étrange et grise. » Il faut savoir que d'autres pilotes ont rapporté des phénomènes similaires de perturbations, effets brumeux, perte de radar, bien qu'effectivement moins spectaculaires que cette affaire. Autre phénomène qu'on peut découvrir lié au triangle des Bermudes, les apparitions de lumière et des objets volants non identifiés. Donc il y a plusieurs témoignages qui évoquent des objets lumineux dans le ciel avec des trajectoires complètement imprévisibles. Et des marins ont rapporté des feux dans le ciel ou des lueurs sous-marines inexpliquées. Alors, autre phénomène rapporté, des problèmes de communication radio et de disparition des radars. Donc plusieurs vols ont disparu, ne sont jamais revenus sur les radars. Et leurs signaux se sont volatilisés sans aucun message de détresse reçu. Des opérateurs radars ont signalé des échos fantômes ou des coupures brutales de contact. Donc c'est le moment de parler du fameux vol 19 du 5 décembre 1945. Donc 5 bombardiers Avenger de l'US Navy partent pour une mission d'entraînement.
Très très vite, les communications radio deviennent confuses. L'un des pilotes dit « Nous ne savons pas où nous sommes, tout semble étrange, même l'océan n'a pas l'air normal ». Les avions disparaissent sans laisser de traces, tout comme l'hydravion envoyé à leur recherche. Donc 27 hommes disparus, aucune épave, aucun corps. On a aussi l'USS Cyclops. Donc c'est un gigantesque marine de la Navy, là on est en mars 1918, qui transportait 306 personnes et du manganèse. Donc eux, ils disparaissent sans envoyer le moindre signal de détresse. Aucun débris n'a jamais été retrouvé. Donc à l'époque, c'était le président Woodrow Wilson déclare « Seuls Dieu et la mer savent ce qu'il est devenu du Cyclope ». Certains témoins de la région rapportent avoir vu des lumières étranges dans le ciel la nuit de sa disparition. Alors ces phénomènes lumineux n'ont jamais été réellement expliqués scientifiquement. Et bien sûr, certains ufologues y voient des manifestations d'ovnis liées à de nombreuses disparitions maritimes. Décembre 1948, on a le vol DC-3, donc c'est un avion commercial cette fois-ci, avec 32 personnes à bord. Il s'évanouit à quelques minutes de son atterrissage à Miami. Aucune alerte, aucun reste, aucun radar. Pouf, plus rien. On a aussi un tanker qui transportait du soufre en 1963, donc The Marine Sulphur Queen. Donc lui disparaît avec ses 39 marins. Donc malgré des recherches intensives, seuls quelques fragments de bois sont retrouvés, mais son épave à ce jour n'a jamais été localisée. On a le témoignage de l'équipage du SS El Faro. Là, on est en 2015, donc c'est carrément récent. Donc, avant de disparaître lors d'une tempête dans une zone proche du triangle, certains membres de l'équipage ont signalé avoir vu des objets lumineux dans le ciel, avec des mouvements qu'ils qualifieraient de non conventionnels. Alors, bien sûr, ces témoignages restent difficiles à vérifier, mais alimentent des hypothèses d'interaction entre les phénomènes naturels et la visite d'ovnis. Alors, plusieurs cas de disparitions individuelles ont aussi été signalés dans des plongeurs, des plaisanciers, voire des touristes qui disparaissent sans explication après avoir exploré la région. Donc parfois, on les a vus pour la dernière fois sur des plages ou des bateaux avant que toute trace ne soit perdue. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi le légendaire vol de la Paname 1914 qui aurait disparu en 1955, puis réapparu des décennies plus tard, fait référence à ce type de phénomène, donc à des phénomènes effectivement de portail temporel, de saut dans le temps, où des personnes, des objets disparaissent et réapparaissent des années après. Et puis, il y a également effectivement des disparitions de sous-marins. Il n'y a pas que des bateaux et les avions, il y a aussi les sous-marins. Donc, il y a un AC-4, le Cyclops, l'USS S5, donc lui, c'est en 1920. Alors, évidemment, il y a quelques hypothèses scientifiques et naturelles qui peuvent expliquer ces phénomènes. Donc, la science, bien sûr, tente d'apporter des explications rationnelles satisfaisantes. Alors, on parle déjà de violentes tempêtes tropicales. Donc, la région est fortement et fréquemment traversée par des ouragans, des typhons et des tornades marines, donc des vraies tempêtes sous-marines. On sait aussi que les courants océaniques sont très puissants, comme le Gulf Stream, qui permet de déplacer rapidement des débris. Les scientifiques expliquent que certaines disparitions ont été exagérées ou ont été faussement reliées à la zone. Et puis, on sait également, alors, pour ce qui est de la disparition totale des épaves, donc, ce qu'il est dit, c'est que dans les abysses de l'Atlantique, les épaves peuvent s'enfoncer à des milliers de mètres, rendant leur repérage quasi impossible. Une autre théorie en vogue raconte qu'il y aurait effectivement des bulles de méthane. Alors, selon cette théorie des 2 bulles de méthane, la libération soudaine de gaz dans l'océan réduirait la densité de l'eau, faisant couler les bateaux comme des pierres. Et puis, il y a également, on parle d'anomalies magnétiques, donc certaines zones du globe provoquent des déviations de compagne habituelles, ce qui pourrait désorienter les navigateurs et les pilotes. Alors, le chercheur Lawrence David Koch, qui est auteur d'un livre du coup The Bermuda Triangle Mystery Solved en 1975, lui, il affirme que de nombreuses disparitions sont en fait dues à des conditions météorologiques banales, à des erreurs de pilotage ou des erreurs de localisation dans les archives. Selon lui, il n'existe aucun mystère, seulement des interprétations erronées. Et puis, on a tout le panneau des théories alternatives ésotériques, donc, qui continuent à nourrir les hypothèses les plus folles. Parmi elles, on a le portail vers une autre dimension. Certains crient à une expérimentation militaire secrète, comme un projet Montauk ou le projet Philadelphie. On parle aussi de cités englouties de l'Atlantide qui rayonneraient un genre d'énergie inconnue. On parle d'activités extraterrestres évoquant dans plusieurs documents ufologiques des failles temporelles, expliquant le cas des voyageurs retrouvés déphasés ou désorientés. Et on parlerait aussi d'énergie tellurique ou magnétique qui ne sont pas comprises par la science actuelle. En tout cas, une chose est sûre, le triangle des Bermudes
passionne également dans la culture populaire. C'est-à-dire, le mythe est devenu une toile de fond idéale pour la fiction, donc ça regorge d'épisodes, de séries et de films qui en parlent. Alors que ce soit X-Files, Supernatural, Doctor Who ou Lost, ça évoque et ça s'inspire du phénomène. Au cinéma, on a The Triangle en 2011, Triangle en 2009 ou encore Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, où le triangle agit comme une genre de prison surnaturelle. Même dans la littérature, que ce soit Stephen King, Clive Cussler ou Dean Koontz, ont intégré cette zone, on va dire, de leurs intrigues. Et même les jeux vidéo s'y sont mis avec Assassin's Creed 4, donc le fameux Black Flag, Call of Duty Black Ops et d'autres utilisent ce décor énigmatique. Donc le triangle des Bermudes incarne parfaitement le lieu hors du monde où croisent la science, le paranormal et le mythe. Alors, faut-il croire au mystère du triangle des Bermudes ? Les données factuelles penchent vers le scepticisme. Pas plus de disparitions ici qu'ailleurs, selon les assurances maritimes, comme la Lloyd's, et pourtant, son nom seul suffit à susciter l'angoisse et la curiosité. Alors, comme pour les rêves ou les sorcières, ce mystère révèle surtout notre besoin de croire en quelque chose qui nous dépasse, de donner un sens à ce que nous ne comprenons pas. Et peut-être est-ce là la véritable puissance du triangle des Bermudes. Il est un symbole finalement contemporain de notre vertige face à l'inconnu. Vous êtes toujours sur Radio G Angers, 101.5 FM, en DAB+, et sur le site internet radio-g.fr. Vous êtes sur Un autre regard, l'émission paranormale. Alors, le triangle des Bermudes demeure à ce jour l'un des plus grands mystères maritimes et aériens de notre époque. À travers les disparitions inexpliquées de navires, les avions, les sous-marins et même des êtres humains, cette zone semble quand même défier toutes les lois de la nature et de la science. Alors, les phénomènes lumineux, les pannes électriques soudaines, les témoignages d'observations d'ovnis et les récits de distorsions temporales ne cessent d'alimenter la fascination et l'inquiétude autour de ce lieu magique. Alors qu'il s'agisse d'explications rationnelles, le triangle des Bermudes continue de captiver en tout cas l'imaginaire collectif. Cette énigme, mêlant des faits avérés, des légendes et des spéculations, nous rappelle combien notre monde recèle encore d'inconnus. Et si derrière les mystères se cache la vérité que nous sommes encore loin de comprendre. Une chose est sûre, le triangle des Bermudes, avec ses ombres et ses lumières, continuera de nourrir nos rêves, nos peurs et notre curiosité. Alors aujourd'hui, nous avons plongé dans 3 univers fascinants et mystérieux, le familier des sorcières, les compagnons à la fois protecteurs et énigmatiques, les rêves, ces portes ouvertes sur notre inconscient, qui sont les reflets de nos peurs, de nos espoirs et de nos secrets les plus intimes. Et enfin, le triangle des Bermudes, ce lieu où la réalité semble parfois vaciller entre disparitions inexpliquées et phénomènes étranges. Ces thèmes, bien que différents, nous rappellent à quel point notre monde est riche de mystères, où l'invisible côtoie le tangible et où les frontières entre le connu et l'inconnu restent parfois floues. Alors qu'il s'agisse des présences invisibles qui accompagnent les sorcières, des messages codés que nous envoie notre inconscient, ou des énigmes laissées par les triangles des Bermudes, chacun de ces sujets nous invite à établir notre regard, à questionner nos certitudes et à garder l'esprit ouvert. Dans la prochaine émission du 17 juin 21h, nous plongeons au cœur d'un univers fascinant où le mystère et l'imaginaire s'entrelacent, l'ésotérisme dans la culture populaire, films, séries, romans. Depuis des décennies, l'ésotérisme nourrit nos fantasmes et captive notre attention. Les séries surnaturelles fleurissent et la pratique magique est en vogue. Un revenu à la mode, tout est witchy, des influenceuses sur TikTok surgissent dans tous les coins. Alors entre stéréotypes, business, clichés et idées reçues, nous allons démêler le vrai du faux pour mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette image parfois fantasque, parfois inquiétante de l'ésotérisme. Et pour enrichir ce voyage, nous accueillerons ensuite une invitée spéciale, Marie-Lise, de la librairie et boutique ésotérique Chrysalide basée à Angers, nous parlera de son expérience, des attentes de ses clients et du lien vivant entre la culture populaire et les pratiques spirituelles, anciennes ou modernes. Préparez-vous à un autre regard sur l'ésotérisme, celui qui dépasse les apparences et qui ouvre la porte à la découverte. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur de l'inexpliqué. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission où, comme toujours, nous tenterons ensemble d'y voir un autre regard. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.
N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio J pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.